Tu ne vis plus ici. Prends tes affaires et va-t'en. Élodie a prononcé ces mots sur le perron de ma propre maison, devant les voisins qui revenaient du marché. Madame Lefebvre s'est arrêtée, son cabas à la main, pétrifiée. Monsieur Girard a détourné le regard, gêné, et a hâté le pas pour ne pas voir ça. Le soleil tapait fort ce samedi matin, mais j'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine, comme si l'hiver venait de me pénétrer les os. Élodie a croisé les bras et a incliné la tête sur le côté, avec ce petit sourire en coin, à peine perceptible. Comme si elle venait de gagner le gros lot, comme si elle avait triomphé. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré là, devant elle. Mais j'ai serré fermement la anse de mon sac, ce sac que j'avais cousu moi-même il y a 20 ans, et j'ai pris une profonde inspiration pour ne pas m'effondrer. Vous savez, cette sensation quand le sol se dérobe sous vos pieds, mais que vous devez quand même rester debout, c'était exactement ça. Cette maison, je l'avais construite brique par brique avec la sueur de mon front. J'ai travaillé 30 ans comme couturière pour offrir un toit décent à mon fils après la mort de son père. 30 ans à me lever à 5 heures du matin, à coudre jusqu'à minuit, à sauter le déjeuner pour ne pas être en retard sur une commande. Mais à ce moment-là, en regardant la belle fille que j'avais aidée à entrer dans ma famille, je savais une chose qu'elle ignorait encore. 15 minutes après ce rire méprisant, le téléphone allait sonner, et la nouvelle qu'elle allait recevoir allait tout changer. Parce que je n'avais pas passé les 6 derniers mois à garder seulement le silence. J'avais gardé des preuves. Restez avec moi, et vous comprendrez comment une femme de 62 ans a renversé la situation contre ceux qui croyaient avoir déjà gagné. Je m'appelle Madeleine. J'ai 62 ans et j'ai passé ma vie entière les mains occupées à travailler. Je suis couturière depuis mes 15 ans, depuis que ma mère m'a appris à faire des ourlets de pantalons sur la vieille machine à coudre qu'elle avait. J'ai épousé Pierre à 22 ans. Il était chauffeur routier, un homme de la route, travailleur et honnête. C'était un homme bon, mais sa vie fut courte. Une crise cardiaque foudroyante à 43 ans, quand Thomas n'en avait que 12. Du jour au lendemain, je suis devenue l'unique responsable de tout. Le loyer, la nourriture, l'école, les vêtements, les médicaments. Absolument tout reposait sur moi. Il n'y avait pas de pension, pas d'assurance vie. Nous n'avions rien de côté, parce que nous avons toujours vécu en nous serrant la ceinture. Ce qui entrait était exactement ce qui sortait. Alors j'ai commencé à coudre pour des clients extérieurs en cherchant du travail partout. Le matin, je travaillais dans un atelier de confection au centre-ville. L'après-midi, je prenais des travaux de couture à la maison. Jupes, pantalons, robes de soirée, retouches, ourlets, tout ce qui se présentait. Il y a eu des années où j'enchaînais les nuits blanches pour terminer les commandes et ne perdre aucun client. Thomas a grandi en me voyant travailler sans relâche. Il faisait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que je repassais le linge juste à côté. Il dînait en me regardant coudre des boutons interminables. Il s'endormait en écoutant le bruit rythmé de la machine à coudre dans la pièce d'à côté. Je ne voulais pas qu'il ressente l'absence de son père plus qu'il ne la sentait déjà. Alors je compensais. Je faisais tout ce que je pouvais, et même un peu plus. Quand il a voulu faire une formation technique en informatique, j'ai vendu mon alliance de mariage. Je ne le lui ai pas dit. Je lui ai raconté que j'avais mis de l'argent de côté. C'était 4 mois de frais de scolarité que je n'aurais pas su payer autrement. Je regardais mon doigt nu et je pensais que cela en valait la peine. Quand il a réussi le concours d'entrée pour l'école de commerce, j'ai arrêté de déjeuner correctement. Je mangeais du pain et de la margarine pour économiser sur les courses. Les frais de scolarité de cette école privée étaient exorbitants. J'ai perdu 7 kilos cette année-là. Madame Lefebvre m'a même demandé si j'étais malade. Je lui ai répondu que c'était juste de la fatigue. Et quand il a obtenu son diplôme, j'ai pleuré en le voyant dans sa toge. J'ai pleuré parce que son père n'était pas là pour le voir. J'ai pleuré parce que j'avais réussi, seule, avec les mains calleuses et le dos en compote, mais j'avais réussi. Thomas a trouvé un bon emploi. Il a commencé à bien gagner sa vie. Il aidait à la maison, payait les factures, rapportait des courses. Nous avions une belle relation. Il m'appelait tous les jours en sortant du travail. Il passait ici le week-end. Nous regardions des films ensemble, nous mangions du pop-corn, nous parlions de tout, jusqu'à ce qu'il rencontre Élodie. Au début, elle m'a semblé belle, éduquée, sympathique. Elle souriait beaucoup. Elle s'exprimait bien. Elle travaillait dans une boutique de vêtements aux Galeries. Thomas était amoureux. Je le voyais dans ses yeux. Alors, je les ai soutenus. Je leur ai laissé de l'espace.
Je l'ai bien accueilli. Mais il y a eu un jour, environ 3 mois après qu'ils ont commencé à sortir ensemble, où j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Nous dînions ici, à la maison. Moi, Thomas et Élodie. J'ai servi le repas et je me suis assise. J'ai commencé à raconter une histoire de quand Thomas était petit, une de ces anecdotes de mère un peu banales. Il a ri. Mais elle, non. Elle est restée sur son téléphone tout le temps. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. J'ai cru que c'était juste de la distraction. Mais ensuite, ça a commencé à se produire plus souvent. Elle changeait de sujet quand je parlais. Elle m'interrompait. Elle regardait Thomas comme si je n'étais pas là. Et le pire, il ne s'en rendait pas compte. Ou il faisait semblant de ne pas s'en rendre compte pour avoir la paix. Quand ils se sont mariés, 2 ans plus tard, je leur ai donné tout ce que je pouvais en cadeau. J'ai aidé pour la fête. J'ai cousu les robes des demoiselles d'honneur. J'ai tenu à montrer que je soutenais cette union, que je voulais voir mon fils heureux avant tout. Mais au fond, tout au fond de moi, je sentais déjà que quelque chose avait changé, et que cela allait changer encore plus. Les premiers mois après le mariage, ils vivaient dans un appartement en location. Petit, mais c'était chez eux. J'allais leur rendre visite de temps en temps. J'apportais des plats préparés, j'aidais au ménage, ces choses de mère. Mais Élodie a commencé à imposer des règles. D'abord, ce fut les horaires. Elle a dit que je devais prévenir avant de venir. D'accord, ai-je pensé. C'est leur maison, c'est logique. Alors j'ai commencé à appeler avant. Mais ensuite, elle a dit que le samedi matin n'était pas possible parce qu'ils faisaient la grasse matinée. Le dimanche non plus, car c'était leur jour de repos. En semaine, c'était trop la course avec le travail. Il restait un créneau, le samedi après-midi, de 15h à 17h. 2 heures. J'avais 2 heures par semaine pour voir mon propre fils. Thomas n'a rien dit. Il a juste haussé les épaules et dit que c'était mieux comme ça, plus organisé. J'ai avalé ma salive et j'ai accepté. Ensuite, il y a eu l'histoire de la nourriture. J'apportais des Tupperware chaque semaine. C'était une façon d'aider et de montrer mon affection. De la cuisine faite maison, comme Thomas l'aimait depuis qu'il était petit. Mais un samedi, quand je suis arrivée, Élodie a ouvert la porte et a dit que ce n'était plus la peine, qu'ils étaient au régime, que la cuisine traditionnelle était trop riche, trop calorique, qu'elle préférait cuisiner ses propres repas. Elle a dit tout cela en tenant le récipient que j'avais apporté, en regardant à l'intérieur comme si elle voyait quelque chose de pourri. Puis elle me l'a rendu. Je suis partie de là avec le plat à la main, ressentant une honte qui n'avait aucun sens. C'était juste de la nourriture. Mais on aurait dit qu'elle avait rejeté bien plus que ça. C'est là qu'ils ont acheté une maison. Une vraie maison, un pavillon avec 3 chambres, un jardin, un garage. Thomas était fier. Il m'a tout montré en appel vidéo. Il m'a dit qu'il y avait une chambre pour moi, que je pouvais venir quand je voulais. J'étais heureuse. Je pensais que les choses allaient s'améliorer. Mais quand je suis allée voir la maison, j'ai vu que la fameuse chambre pour moi était en réalité un débarras. Des cartons empilés, un vieux vélo appuyé contre le mur, le balai dans le coin. Élodie a dit qu'ils allaient encore ranger, que c'était temporaire. Mais j'ai vu dans son regard que ce n'était pas le cas. Cette chambre ne serait jamais la mienne. Il y a eu un jour où j'ai apporté un cadeau à Thomas. C'était son anniversaire. Une chemise que j'avais vue en vitrine et qui me semblait parfaite pour lui. J'avais mis de l'argent de côté pendant 2 mois. Je l'ai achetée, emballée avec soin. Quand je la lui ai donnée, il était content. Il m'a remercié, m'a embrassé. Mais Élodie a pris le paquet de ses mains et a dit « Ah, laisse-moi voir ». Elle l'a ouvert, a regardé la chemise et a lâché. Ce n'est pas vraiment son style, non? Mais bon, c'est l'intention qui compte. Thomas n'a rien dit. Il a juste souri bêtement et a changé de sujet. J'ai commencé à remarquer un schéma très clair. Tout ce que je faisais était insuffisant, ou mal, ou démodé. Élodie avait toujours un commentaire à faire. Elle avait toujours une façon subtile de me faire sentir inférieure. Et le pire, elle faisait ça devant d'autres personnes. À la pendaison de crémaillère, elle m'a présenté à ses amis comme la mère de Thomas qui est couturière. Elle a dit couturière avec ce ton. Comme si c'était quelque chose qui devait être expliqué. Quelque chose qui me rabaissait socialement. J'ai entendu. J'ai souri. J'ai salué tout le monde. Mais à l'intérieur, je commençais à me réveiller face à la réalité. Ce n'était pas juste un manque de tact. C'était intentionnel. C'est là que j'ai commencé à prêter attention pour de vrai. À garder les choses en mémoire. Les dates. Les phrases exactes. Les moments. J'ai commencé à noter dans mon petit carnet, celui que j'utilisais pour noter les commandes de couture.
Sauf que maintenant, je notais d'autres choses. Samedi 12 mars, Élodie a rendu le plat, a dit que ce n'était plus nécessaire. Dimanche 3 avril, anniversaire de Thomas. Élodie a critiqué le cadeau devant lui. Samedi 15 mai, fête de la maison. Elle m'a présentée seulement comme la couturière. Je ne savais pas encore pourquoi je gardais tout ça. Je savais seulement que j'en avais besoin. Quelque chose en moi me disait qu'un jour, cela ferait la différence. Qu'un jour, j'aurais besoin de me souvenir de tout. Et j'avais raison. 6 mois après leur emménagement dans la nouvelle maison, Thomas est apparu ici, chez moi. C'était un mardi soir. Il n'avait pas l'habitude de venir en semaine. J'ai trouvé ça étrange. Il s'est assis dans le salon, un peu mal à l'aise, et a dit qu'il avait besoin de me parler sérieusement, que c'était important. Mon cœur s'est serré. J'ai cru que c'était une maladie, un problème grave. Mais ce n'était pas ça. Il a dit qu'ils avaient des difficultés financières, que les mensualités du prêt de la nouvelle maison étaient trop lourdes, que la banque appliquait des intérêts élevés, qu'ils avaient mal fait leurs calculs, et qu'il avait besoin d'aide. J'ai demandé combien. Il a détourné le regard et a dit « Ce n'est pas de l'argent, maman, c'est autre chose. » C'est là qu'il m'a expliqué. Ils voulaient vendre leur nouvelle maison, prendre l'argent, solder les dettes et repartir à zéro. Mais en attendant, ils avaient besoin d'un endroit où vivre, et il a demandé s'ils pouvaient venir habiter avec moi, temporairement, juste le temps de régler la situation. J'ai regardé mon fils et j'ai vu la fatigue sur son visage. J'ai vu l'inquiétude réelle. Alors j'ai dit oui, bien sûr que oui. C'était mon fils. Comment pouvais-je refuser? Mais alors, il a continué à parler. Il a dit que pour faciliter les choses, ce serait mieux de mettre ma maison à son nom aussi, que c'était juste une formalité administrative, que cela aidait pour les impôts, pour l'organisation, pour la bureaucratie, que je continuerais à vivre là, que rien ne changeait, que c'était juste un papier. Quelque chose en moi s'est bloqué. Je ne saurais expliquer ce que c'était. Mais je l'ai senti dans mes tripes. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche dans cette demande. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir, que c'était beaucoup de choses d'un coup. Il a été surpris. Il a dit qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir, que c'était simple, qu'il suffisait de signer. Mais j'ai répété, je dois réfléchir. Il est parti d'ici sans comprendre mon hésitation. Et je suis restée assise dans le salon, seule, à regarder les murs de ma maison. La maison que j'avais payée seule pendant 25 ans. La maison que j'avais rénovée, réparée, peinte de mes propres mains. La maison qui était la seule chose de valeur que je possédais au monde. Le lendemain, je suis allée chez le notaire. J'ai discuté avec la clerc à l'accueil. J'ai expliqué la situation. Elle m'a regardée avec pitié et m'a dit « Madame Madeleine, ne signez rien sans bien lire. Et si vous voulez, on peut faire juste une attestation d'hébergement, sans transfert de propriété. » J'ai compris tout de suite. Ce que Thomas demandait n'était pas temporaire. C'était permanent. Si je signais ces papiers, la maison cessait d'être la mienne. Et je n'aurais aucun moyen de revenir en arrière. Je suis rentrée chez moi en tremblant. Pas de peur, de colère, de déception profonde. Mais je ne les ai pas confrontés. J'ai fait semblant de réfléchir encore, d'étudier les options. Une semaine plus tard, Élodie est apparue ici, sans Thomas. Elle ne venait jamais seule. Elle s'est assise dans le salon et est allée droit au but. « On a besoin de cette maison, Madeleine. Thomas n'arrive pas à dormir à cause de l'inquiétude. Tu ne vas pas refuser ça à ton propre fils, n'est-ce pas ?» Elle a parlé en me regardant droit dans les yeux, sans sourire, sans feindre la gentillesse. C'était une exigence, une menace déguisée. Je lui ai dit que je préparais les papiers, qu'il fallait juste attendre. Elle a semblé satisfaite et elle est partie. Mais je ne préparais rien du tout. J'étais en train de tout rassembler, toutes les conversations, tous les messages que Thomas envoyait pour exiger une réponse, tous les papiers qu'il voulait que je signe. J'ai tout gardé dans un dossier et j'ai commencé à faire des photocopies. C'est là que j'ai découvert quelque chose de pire. En fouillant dans les documents que Thomas m'avait donnés pour que je jette un coup d'œil, j'ai vu que ce n'était pas seulement un transfert de propriété. Il y avait un contrat de vente. Il voulait que je leur vende la maison, pour un montant ridicule, moins de la moitié de sa valeur réelle, et avec un paiement échelonné sur 10 ans. 10 ans, j'en ai 62. Si je signais ça, j'allais passer le reste de ma vie à recevoir une misère par mois et à vivre comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à fixer le plafond, sentant le poids de tout ça. Mon fils unique.
Le garçon que j'avais élevé seul. Il essayait de me voler, mais je n'allais pas le laisser faire. 2 semaines plus tard, un samedi matin, ils sont apparus ici sans prévenir, tous les deux, avec des valises dans le coffre de la voiture. Thomas a sonné. Quand j'ai ouvert, il a dit « Maman, on a décidé. On vient vivre ici en attendant de régler la vente de notre maison. On a déjà apporté nos affaires. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai dit qu'on devait en parler d'abord. Que ça ne se faisait pas comme ça, à l'improviste. Mais Élodie déchargeait déjà les valises. Comme si la décision avait déjà été prise. Comme si je n'avais pas voix au chapitre. J'ai parlé plus fort. « Élodie, attends, arrête-toi. » Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardée et elle a dit « Madeleine, ne complique pas les choses. C'est juste temporaire. » J'ai dit non, que je n'étais pas d'accord, que la maison était à moi et que j'avais besoin de temps pour penser. C'est là que Thomas a perdu patience. Il ne m'avait jamais parlé sur ce ton, jamais. Mais là, devant la maison, il a haussé la voix. « Maman, pour l'amour de Dieu, on a des problèmes et toi tu crées des difficultés après tout ce que je fais pour toi ?» Madame Lefebvre passait sur le trottoir avec sa petite fille. Elle s'est arrêtée. Monsieur Girard lavait sa voiture dans la maison d'à côté. Il a éteint le tuyau d'arrosage. J'ai senti les gens nous regarder. Mais j'ai gardé une voix ferme. « Thomas, ce n'est pas créer des difficultés. C'est ma maison. Et je n'ai encore pris aucune décision sur rien. » Élodie a lâché la valise par terre avec force. Elle est venue jusqu'au perron, a monté les 2 marches et s'est plantée juste devant moi, trop près, envahissant mon espace personnel. « Tu sais quel est le problème, Madeleine ? Tu ne comprends pas que ça ne te concerne plus. Tu as déjà vécu ta vie. Maintenant, c'est notre tour. Et si tu ne veux pas aider ton propre fils, alors tu ne sers vraiment à rien. » Elle a dit ça en me regardant droit dans les yeux, fort, clair, pour que tout le monde entende. Le silence qui a suivi a été pire que n'importe quel cri. Madame Lefebvre a baissé la tête et a hâté le pas, tirant sa petite fille par la main. Monsieur Girard est rentré précipitamment chez lui. Même les chiens de la rue ont cessé d'aboyer. J'ai senti le soleil brûlant sur ma nuque. J'ai senti la sueur couler le long de mon dos. Mais je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré la anse de mon sac de couture, ce vieux sac que je porte depuis 20 ans, et j'ai fait un pas en arrière. « Tu ne vis plus ici. Prends tes affaires et va-t'en. » C'est Élodie qui a dit ça, pas Thomas. Elle, chez moi, en train de me mettre à la porte. Et le pire, Thomas n'a rien dit. Il est resté immobile à côté de la voiture, les bras croisés, à regarder le sol. Élodie a souri. Ce sourire en coin, de celle qui vient de gagner. Elle a croisé les bras et a incliné la tête, attendant ma réaction. Mais je n'ai pas réagi. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai pris mon plus grand sac, j'y ai mis quelques documents, quelques vêtements, et je suis sortie. Je suis passée devant elle sans la regarder. Je suis passée devant Thomas sans rien dire. Je suis montée dans ma voiture, j'ai démarré et je suis partie. Dans le rétroviseur, j'ai vu Élodie encore debout sur le perron, encore souriante. Elle croyait avoir gagné. Elle croyait m'avoir brisée, que j'allais disparaître de honte et ne jamais revenir. Mais elle ne savait pas que dans mon sac, avec mes vêtements, il y avait le dossier avec toutes les preuves et la carte de visite de l'avocat que j'avais consulté 3 jours plus tôt. J'ai conduit jusqu'à chez Françoise, mon amie depuis 40 ans. Elle a ouvert la porte, a vu ma tête et n'a même rien demandé. Elle m'a juste tiré à l'intérieur et a dit « Reste ici le temps qu'il te faudra ». Cette nuit-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré seule dans la chambre d'amis, l'oreiller étouffant le bruit. J'ai pleuré pour le fils que j'avais élevé et qui ne m'avait pas défendu. J'ai pleuré pour les 30 années de travail qui semblaient ne rien valoir. J'ai pleuré pour l'humiliation devant les voisins. Pour la maison qui était la mienne et que je venais de quitter. J'ai pleuré jusqu'à n'avoir plus de larmes, jusqu'à avoir mal à la poitrine à force de sangloter. Et quand ce fut fini, quand il n'y avait plus rien à sortir, j'ai séché mon visage, je me suis levée du lit et j'ai allumé la lumière. Il était 4 heures du matin. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti tout ce que j'avais apporté. Le dossier avec les documents, le carnet avec les notes, les papiers que Thomas voulait me faire signer, les messages imprimés, tout. J'ai tout étalé sur le lit. J'ai organisé par date, par type, par gravité. Il y avait l'acte de propriété de la maison, l'original, à mon nom, payé intégralement depuis 8 ans. Cela prouvait que la maison était à moi, rien qu'à moi. Il y avait le contrat qu'ils voulaient me faire signer.
Ce contrat absurde de vente pour un montant ridicule et échelonné sur 10 ans. Cela prouvait leurs intentions malveillantes. Il y avait les messages de Thomas exigeant une réponse sur les papiers. 17 messages en 3 semaines. Certains étaient doux, d'autres insistants. Tous prouvaient qu'il y avait pression. Il y avait les notes de mon carnet. Chaque humiliation enregistrée avec date et détail. Cela peut sembler futile, mais cela montrait un schéma de harcèlement. Cela montrait que ce n'était pas dans ma tête. C'était réel. Et il y avait une chose que j'ai découverte en organisant mieux les documents. Un papier que Thomas avait laissé tomber ici à la maison la semaine dernière. C'était un devis de rénovation, pour ma maison. Une rénovation coûteuse. Extension, piscine, cuisine d'été. Un devis de 120 000 €. Il ne voulait pas vivre ici temporairement. Il voulait s'emparer de la maison, la rénover et y vivre. Avec mon argent, avec ma propriété. J'ai pris une calculatrice. J'ai commencé à additionner tout ce que j'avais donné à Thomas au fil des ans. Pas tout, car il y a des choses qu'on ne peut pas chiffrer, mais seulement ce qui pouvait être prouvé. La formation technique, l'école de commerce, l'aide pour le mariage, la voiture que je lui ai payée comme acompte quand il a été diplômé, les meubles que j'ai achetés pour leur nouvelle maison. Quand j'ai fini d'additionner, le montant dépassait les 180 000 €. 180 000 € que j'avais tirés de ma vie, de ma sueur, de ma santé, pour les donner à mon fils. Et il essayait de me prendre la seule chose que j'avais, la seule sécurité que j'avais construite. J'ai pris une boîte à chaussures vide que Françoise avait dans l'armoire. J'ai tout mis dedans, chaque papier, chaque document, chaque preuve. J'ai fermé, j'ai écrit sur le couvercle au feutre noir « Preuve ». À 6 heures du matin, j'ai appelé Maître Laurent. C'était l'avocat que Françoise m'avait recommandé 3 jours plus tôt, quand je lui avais raconté ce qui se passait. J'étais allée seulement pour une consultation, juste pour connaître mes droits. Mais maintenant, c'était différent. Il a répondu d'une voix pâteuse. J'ai dit « Maître, c'est Madeleine, la dame qui est venue mardi dernier. J'ai besoin de fixer un rendez-vous. Urgent, aujourd'hui si possible. » Il a dû entendre quelque chose dans ma voix. Une détermination qui n'était pas là avant, parce qu'il a dit « À 14 heures. Apportez tout ce que vous avez. » J'ai raccroché. J'ai regardé la boîte à chaussures sur le lit. J'ai regardé par la fenêtre, où le soleil commençait à éclaircir le ciel. Je n'allais plus pleurer. Je n'allais plus accepter ça. Je n'allais plus baisser la tête. J'allais me battre. Et j'allais gagner. À 14 heures, j'étais devant la porte du cabinet de Maître Laurent. Un vieil immeuble au centre-ville, 3e étage, sans ascenseur. J'ai monté les escaliers avec la boîte sous le bras. La secrétaire m'a reçue et m'a conduite jusqu'à son bureau. Maître Laurent avait une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, des lunettes de vue. Il s'est levé quand je suis entrée et m'a serré la main fermement. « Madame Madeleine, asseyez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé depuis mardi. » J'ai tout raconté. Leur arrivée avec les valises, la dispute, l'expulsion devant les voisins, la phrase d'Élodie, le silence lâche de Thomas. J'ai raconté sans pleurer, d'une voix ferme. Il notait tout sur un bloc jaune. Quand j'ai fini, il a dit « Maintenant, montrez-moi ce que vous avez apporté. » J'ai ouvert la boîte. J'ai posé chaque document sur la table, un par un, en expliquant chacun. L'acte de propriété, le faux contrat, les messages, le carnet, le devis de rénovation. Maître Laurent prenait chaque papier, lisait lentement. Son expression changeait, d'attention à inquiétude, d'inquiétude à indignation. Quand il est arrivé au devis de rénovation, il s'est arrêté. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Madame Madeleine, vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? » Il ne voulait pas seulement vivre dans la maison, il voulait en prendre possession définitivement. J'ai hoché la tête. Je sais, il a pris une profonde inspiration. Il a repris le faux contrat de vente. Il a relu une partie spécifique. Il a passé son doigt sur une ligne et il a dit « Il y a une chose ici que vous n'avez pas remarquée. Regardez ce paragraphe. » Il a tourné le papier vers moi et a pointé du doigt. C'était une clause au milieu du texte, écrite en petits caractères. Elle disait qu'en cas de décès de la vendeuse avant la fin du paiement, le bien serait automatiquement transféré à l'acheteur sans nécessité de solder le reste. J'ai senti un frisson d'horreur. Maître Laurent a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. « Madame Madeleine, ce n'est pas juste une tentative de vous arnaquer. C'est prémédité. C'est fait par quelqu'un qui s'y connaît en documents juridiques et qui planifie cela depuis longtemps. » « Élodie, ai-je dit,
Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Très probablement, a-t-il confirmé. Thomas peut être manipulé, mais c'est elle qui est aux commandes dans cette histoire. Il a rassemblé tous les papiers. Il les a organisés en une pile, et il a dit « La bonne nouvelle, c'est que vous avez des preuves de tout. La maison est à votre nom. Payez. Vous n'avez jamais rien signé pour transférer la propriété. Et ce contrat ici n'a aucune validité, car il ne porte pas votre signature. Ils ne peuvent rien faire. » J'ai ressenti un soulagement. Mais ce n'était pas complet, parce qu'il y avait encore l'humiliation, il y avait encore la douleur. Il y avait encore mon fils qui m'avait mise à la porte et ne m'avait pas défendu. « Maître, ai-je dit, je ne veux pas seulement protéger ma maison, je veux justice. » Il m'a regardé, sérieusement, et il a demandé « Quel type de justice voulez-vous » J'ai réfléchi, j'ai respiré profondément, et j'ai répondu « Je veux récupérer ma maison, je veux qu'il parte de là, et je veux qu'il comprenne qu'on ne peut pas faire ça à quelqu'un, qu'il y a des conséquences. » Maître Laurent a hoché la tête lentement. Il a repris le bloc jaune et a commencé à écrire. « Alors, nous allons faire ceci. Premièrement, référé pour expulsion immédiate. La maison est à vous, ils sont entrés sans autorisation, donc la justice ordonnera leur départ immédiat. Cela prendra environ 15 jours. » Il a continué à écrire. « Deuxièmement, mise en demeure par huissier informant que le contrat n'a aucune validité et que toute tentative d'utiliser ces documents entraînera une plainte pour faux et usage de faux. On fait ça aujourd'hui même. Et troisièmement, il a arrêté d'écrire et m'a regardé. Voulez-vous demander des dommages et intérêts pour préjudice moral, pour l'humiliation publique? Je n'avais pas pensé à ça, pour suivre mon propre fils. Mais là, je me suis souvenu du perron, de la phrase cruelle d'Élodie. Je me suis souvenu de Thomas silencieux, des voisins qui regardaient, et j'ai dit « Je le veux ». Maître Laurent a fermé le bloc. « Alors nous allons faire tout ça. Mais il y a une chose, Madame Madeleine. Vous devez être préparée. Quand ils recevront la notification, ils vont réagir. Ils vont appeler. Ils vont essayer de renverser la situation. Ils vont dire que vous exagérez. Et Thomas va essayer de jouer sur la corde sensible. Je sais, ai-je dit. Mais je ne ferai pas marche arrière. » Il a souri. C'était un petit sourire, mais empreint de respect. « Alors commençons. Je vais préparer les documents aujourd'hui même. Demain matin, nous déposons la demande au tribunal. D'ici lundi, ils recevront la notification. Et là, Madame Madeleine, là, vous récupérerez votre maison. » Je suis sortie de son bureau avec la boîte sous le bras, mais maintenant avec un dossier en plus. Le dossier avec les copies qu'il avait faites, avec tout le plan écrit, avec les prochaines étapes. Je n'étais plus seule, et je n'étais plus effrayée. J'étais prête pour la guerre. Les 3 jours suivants, j'ai attendu. Mais ce n'était pas une attente passive. C'était l'attente de celle qui se prépare au combat. Maître Laurent a appelé lundi matin. « Madame Madeleine, la procédure a été lancée. La notification arrivera à la maison cet après-midi. Préparez-vous car ils vont appeler. » J'ai remercié et raccroché. Je suis restée à regarder mon téléphone, à attendre. À 15 heures, il a sonné. C'était Thomas. J'ai décroché. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu qu'il parle. « Maman, c'est quoi cette histoire de procès? On a reçu une notification d'huissier ici. C'est sérieux ?» Sa voix était altérée, nerveuse. Mais j'ai gardé mon calme absolu. « C'est sérieux, Thomas. Très sérieux. Mais maman, on est une famille, tu ne peux pas faire ça. Vous m'avez expulsé de ma propre maison, devant les voisins. Vous avez essayé de me faire signer un contrat pour me voler ma maison. Et tu n'as pas dit un mot pour me défendre. Alors oui, je peux faire ça. » Silence de l'autre côté. Puis la voix d'Élodie en fond. « Laisse-la, elle bluffe. Elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. » J'ai entendu. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Parce qu'elle avait tort. J'avais Maître Laurent. J'avais les preuves. Et j'avais raison. « Thomas, ai-je dit. Jeudi à 10 heures du matin, il y a l'audience au tribunal. Vous allez devoir vider la maison. Et si vous essayez d'emporter quoi que ce soit qui m'appartient, il y aura une autre plainte. » J'ai raccroché. J'ai raccroché au nez de mon fils. Et je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'ai ressenti du soulagement. Le mercredi, je suis retournée dans ma rue. Je ne suis pas entrée dans la maison. Je suis juste passée en voiture, lentement. J'ai vu la voiture de Thomas dans l'allée. J'ai vu les rideaux que j'avais moi-même cousus aux fenêtres. J'ai vu le perron où j'avais été humiliée. Mais je n'ai pas eu envie de pleurer. J'ai eu envie d'entrer et de reprendre ce qui était à moi de droit. Le jeudi matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris une longue douche.
J'ai choisi mes vêtements avec soin. Rien de voyant. Rien qui donne l'impression que j'essayais d'impressionner. Pantalon noir, chemisier clair, chaussures plates, simple, digne. J'ai mis un maquillage léger. Juste le nécessaire. J'ai attaché mes cheveux en un chignon bas. Je me suis regardée dans le miroir. J'étais différente, plus mince, avec quelques rides de plus. Mais les yeux étaient fermes, décidés. J'ai pris mon sac. J'ai vérifié les documents pour la dernière fois. Tout était là. Françoise est venue avec moi. Elle a insisté. Elle a dit que je n'irais pas seule. Je l'ai remerciée d'une étreinte serrée. Dans la voiture, je suis restée silencieuse, à penser à tout ce qui s'était passé. À toutes les fois où j'avais baissé la tête, à toutes les humiliations que j'avais avalées, à toutes les nuits où j'avais pleuré seule. Mais j'ai aussi pensé à la femme que j'étais avant tout ça, la femme qui a élevé un fils seule, qui a travaillé jusqu'à avoir les mains calleuses, qui n'a jamais rien abandonné. Cette femme était toujours là. Elle s'était juste cachée pendant un temps, mais maintenant, elle était de retour. Je me suis garée devant le tribunal. J'ai coupé le moteur. J'ai pris 3 profondes inspirations. Françoise m'a pris la main et a dit « Tu peux le faire ». Je l'ai regardée et j'ai répondu « Je sais ». Je suis descendue de la voiture, j'ai ajusté mon sac sur l'épaule et j'ai marché vers l'entrée. Chaque pas était ferme. Chaque pas était une certitude. Je n'allais pas à une audience. J'allais récupérer ma dignité. La salle d'audience était petite. Mur blanc, une longue table, des chaises en plastique. Maître Laurent était déjà là quand je suis entrée. Il m'a fait signe et a indiqué la chaise à côté de lui. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur mes genoux. Mes mains tremblaient un peu, mais je les ai tenues fermement. 2 minutes plus tard, ils sont entrés. Thomas marchait devant. Il m'a regardé et a détourné le regard rapidement. Élodie venait derrière. Elle n'a pas détourné le regard. Elle m'a fixé directement, avec cette expression de supériorité que je connaissais bien. Ils se sont assis de l'autre côté de la table. Le juge est entré. Un homme âgé, cheveux blancs, le visage fatigué de celui qui en a déjà trop vu. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a ouvert le dossier devant lui. « Bonjour. Affaire en référé pour expulsion intentée par Madame Madeleine Dubois contre Thomas Dubois et Élodie Martin. Commençons. » Il m'a regardé. « Madame peut-elle exposer les faits ?» J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé le juge et j'ai commencé à parler. « Monsieur le juge, cette maison en question, je l'ai construite seule. Je suis veuve depuis 20 ans. J'ai travaillé comme couturière toute ma vie pour offrir un toit à mon fils. La maison est payée. Elle est à mon nom. Elle a toujours été à moi. » Thomas a remué sur sa chaise. J'ai continué. « Il y a 3 mois, mon fils est apparu en disant qu'il avait des difficultés financières. Il a demandé à vivre avec moi temporairement. Mais en même temps, il voulait que je signe des papiers pour transférer la propriété. Je me suis méfiée. J'ai demandé du temps. Et c'est là que les choses ont empiré. Le juge notait. J'ai sorti les documents de mon sac. Maître Laurent les a pris et les a passés au juge au fur et à mesure que je parlais. Ceci est le contrat qu'ils voulèrent me faire signer. Vous pouvez voir que le montant de la vente est inférieur à la moitié de la valeur réelle de la maison. Et il y a une clause qui dit que si je meurs avant d'avoir tout reçu, ils gardent la maison sans payer le reste. Le juge a pris le papier. A lu. Son expression a changé. Il a regardé Thomas et Élodie. Puis il m'a regardé à nouveau. Continuez. Je n'ai pas signé, mais ils sont apparus chez moi un samedi matin avec les valises. Sans prévenir, sans demander. Quand j'ai dit que je n'étais pas d'accord, il y a eu une dispute, sur le perron, devant les voisins. J'ai fait une pause. J'ai respiré. La partie la plus difficile arrivait maintenant. C'est là que sa femme m'a dit que je ne servais à rien, et elle m'a ordonné de partir, de ma propre maison. Silence de mort dans la salle. Le juge ne me quittait pas des yeux. Monsieur le juge, j'ai élevé ce garçon seul. J'ai payé ses études, son école de commerce. J'ai aidé pour tout. Et quand j'ai eu le plus besoin de lui, quand j'étais humiliée, il n'a pas dit un mot. Il est resté planté là. J'ai sorti le carnet de mon sac. Ce vieux carnet à fleurs où je notais les commandes de couture. Et maintenant, il y avait d'autres notes. J'ai commencé à noter tout ce qui se passait. Chaque humiliation, chaque commentaire, chaque fois que j'ai été rabaissée. Parce que je savais qu'un jour, j'aurais besoin de le prouver. J'ai passé le carnet à Maître Laurent. Il l'a passé au juge. Le juge l'a feuilleté, a lu quelques pages. Lentement. C'est là que l'avocat de Thomas est intervenu. Un homme en costume, plus jeune,
avec une serviette en cuir. « Monsieur le juge, la plaignante déforme les faits. Mon client voulait seulement l'aide de sa mère dans un moment difficile. Il n'y a pas eu d'expulsion. Il y a eu un malentendu familial. » Élodie a hoché la tête vigoureusement. Thomas regardait la table. Le juge a levé la main. « Je n'ai pas encore fini d'écouter. Madame Madeleine, avez-vous des témoins de cette humiliation publique ?» Maître Laurent s'est levé. « Oui, monsieur le juge. Madame Lefebvre et monsieur Girard, voisins de la plaignante, sont à disposition pour témoigner. Tous deux ont assisté à la dispute et à l'expulsion. » Le juge a noté les noms. Puis il a regardé de l'autre côté de la table. « Maître, votre client souhaite-t-il s'exprimer ?» L'avocat a donné un coup de coude à Thomas. Il a levé la tête, mais ne m'a pas regardé. Il a regardé le juge. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. J'essayais juste de résoudre mes problèmes. La maison, c'était temporaire. On allait partir après. Sa voix était basse, tremblante, bien loin du ton ferme qu'il utilisait avec moi. Le juge a regardé Élodie. « Et vous, madame? Avez-vous quelque chose à dire ?» Elle a pris une profonde inspiration. Et pour la première fois, j'ai vu de la rage sur son visage. Pas le petit sourire, pas la fausse politesse, de la vraie rage. Cette maison est à l'abandon, vieille, mal entretenue. Nous allions la rénover, l'améliorer, la valoriser. Elle devrait nous remercier au lieu de faire un scandale. Le silence qui a suivi était lourd. Même son propre avocat a semblé mal à l'aise. Le juge a enlevé ses lunettes. Il les a nettoyées avec un pan de sa robe. Il les a remises. Et il a regardé droit vers Élodie. « Vous venez de dire que vous alliez rénover une maison qui n'est pas la vôtre, sans l'autorisation de la propriétaire, et vous pensez en plus qu'elle devrait vous remercier ?» Élodie a ouvert la bouche pour répondre, mais son avocat lui a retenu le bras. Trop tard. Le juge a rassemblé tous les papiers. J'en ai vu assez. La maison appartient à la plaignante. Titre de propriété en règle, libre de toute charge. Le contrat présenté par les défendeurs n'a aucune validité car il n'a pas été signé. Et la tentative de contraindre la plaignante à signer un document abusif est grave. Il a regardé Thomas. « Jeune homme, je vois beaucoup de cas ici. Fils contre père, mère contre fils, frère contre frère. Mais peu sont aussi clairs que celui-ci. Votre mère a travaillé toute sa vie pour vous donner une situation. Et quand vous avez eu des difficultés, au lieu de demander de l'aide honnêtement, vous avez essayé de prendre ce qui était à elle. » Thomas a baissé la tête. J'ai vu ses épaules trembler. Le juge a continué. « J'ordonne l'expulsion immédiate. Les défendeurs ont 48 heures pour libérer les lieux. Tout bien appartenant à la plaignante doit être restitué intact. Et j'ordonne l'ouverture d'une enquête pour tentative d'abus de faiblesse et escroquerie. » Il a frappé son tampon sur le papier. « L'audience est levée. » Il s'est levé et est sorti. Les gens ont commencé à bouger. L'avocat de Thomas rangeait ses papiers à la hâte. Élodie s'est levée et est sortie de la salle furieuse, sans un regard en arrière. Mais Thomas est resté, assis, à regarder la table, jusqu'à ce qu'il lève les yeux et me regarde. Pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé pour de vrai. « Maman !» Je me suis levée de ma chaise. J'ai pris mon sac, j'ai regardé mon fils, et j'ai dit seulement 3 mots. « Tu m'as déçu. » Je n'ai pas parlé avec colère. Je n'ai pas parlé avec haine. J'ai parlé avec une tristesse si profonde qu'elle me faisait mal physiquement. Je lui ai tourné le dos et je suis sortie. Maître Laurent m'a suivi. Françoise m'attendait dans le couloir. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je me suis laissé faire. J'ai posé ma tête sur son épaule quelques secondes. Mais je n'ai pas pleuré. Pas ici. Nous sommes sortis du tribunal. Le soleil était fort dehors. Je me suis arrêtée sur les marches. J'ai respiré profondément. L'air est entré dans mes poumons et a gonflé ma poitrine. Maître Laurent est descendu à mes côtés. « Madame Madeleine, vous avez été incroyable là-dedans. Ferme, claire, digne. Le juge a vu exactement ce qu'il avait besoin de voir. Je l'ai remercié. Je lui ai serré la main avec force. Merci, maître. Pour tout. » Il a souri. Le combat était le vôtre. Je n'ai fait que montrer le chemin. J'ai descendu le reste des marches lentement. Chaque marche semblait plus légère, comme si un poids gigantesque m'avait été enlevé des épaules. Quand je suis arrivé à la voiture, j'ai regardé en arrière, vers le bâtiment du tribunal, vers l'endroit où, une demi-heure plus tôt, j'avais récupéré plus qu'une maison. J'avais récupéré ma dignité. 48 heures après l'audience, je suis retourné chez moi. Maître Laurent est venu avec moi. Françoise aussi, juste pour garantir qu'il n'y aurait pas de problème. Quand j'ai ouvert le portail,
J'ai vu que la voiture de Thomas n'était plus là. La maison était silencieuse. J'ai monté les marches du perron lentement, le même perron où j'avais été humiliée. Mais maintenant, il était à moi de nouveau. J'ai ouvert la porte. Tout était propre, rangé. Leurs valises avaient disparu. Leurs objets personnels aussi. Ils étaient partis. Ils avaient respecté l'ordre. J'ai marché dans les pièces. J'ai touché les murs, les meubles, le rideau que j'avais moi-même cousu. Tout était là, tout à sa place. Comme si rien ne s'était passé. Mais c'était arrivé. Et je n'étais plus la même personne qui était sortie de là 5 jours plus tôt. Les jours suivants, j'ai réorganisé la maison. J'ai repris ma routine, me lever tôt, prendre mon café, coudre. Les clientes ont commencé à revenir. Madame Lefebvre a été la première. Elle a sonné un mardi matin. « Madeleine, je suis venue te demander pardon pour n'avoir rien fait ce jour-là. J'aurais dû te défendre. » Je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit que je comprenais, que c'était difficile de se mêler des querelles de famille, mais que maintenant tout allait bien. Peu à peu, les voisins ont commencé à se montrer, avec l'excuse de demander un ourlet, une retouche, une couture, mais en vérité, c'était pour voir si j'allais bien, pour montrer leur soutien. Je les ai tous reçus avec du café et de la conversation. Thomas a essayé d'appeler 3 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Il a envoyé un message. « Maman, il faut qu'on parle. S'il te plaît. » Je l'ai laissé en vue. 2 semaines après l'audience, j'ai appris par une connaissance qu'Élodie et Thomas s'étaient séparés. Il avait découvert qu'elle avait menti sur beaucoup de choses. Sur les dettes, sur l'argent. Elle avait utilisé son nom pour faire des emprunts à son insu. Elle avait tout dépensé pour elle. Le mariage était fini. La maison qu'ils avaient vendue, l'argent s'était envolé. Ils s'étaient retrouvés sans rien. Et elle était partie, retournée dans sa ville natale, sans un regard en arrière. Je n'ai pas ressenti de peine. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai senti seulement que justice avait été faite, d'une façon ou d'une autre. 1 mois plus tard, Thomas est apparu ici. Il a sonné un samedi matin. J'ai ouvert la porte. Il était différent, plus maigre, des cernes, une barbe de plusieurs jours. « Maman, je peux entrer ?» J'ai réfléchi, j'ai respiré, et j'ai dit « Tu peux ». Il est entré. Il s'est assis dans le salon, sur le même canapé où il avait grandi, où nous regardions des films ensemble, où il faisait ses devoirs pendant que je cousais. Il est resté silencieux un moment. Puis il a parlé. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas menti. « Tu as tout gâché. » Il a baissé la tête. Je ne sais pas comment m'excuser pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai laissé arriver. J'ai regardé mon fils, l'homme qu'il était devenu. Et j'ai dit la vérité. « Thomas, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Tu es mon fils. Mais la confiance, c'est différent de l'amour. L'amour ne finit pas. La confiance, si. Et tu as brisé la mienne. » Il s'est essuyé les yeux du revers de la main. « Je sais. Et je ne sais pas si un jour tu pourras me faire confiance à nouveau. Mais je veux essayer. Je veux réparer. Même si ça prend des années. » J'ai pris une profonde inspiration. « Alors tu vas devoir le prouver. Par des actes, pas par des paroles. » Il a hoché la tête. « Je le ferai. Je le promets. » Ce ne fut pas une fin heureuse de film. Il n'y a pas eu d'étreinte serrée. Il n'y a pas eu de pardon instantané. Mais ce fut un début. Un recommencement petit, prudent, avec des limites claires. Je lui ai dit « Tu peux venir me voir. Mais préviens avant. Tu peux discuter. Mais avec respect. Et si un jour tu as besoin d'une vraie aide, une aide honnête, tu peux demander. Mais n'essaie plus jamais de me tromper. Parce que si tu essaies, je coupe les ponts définitivement. Sans retour. » Il a compris. Il s'est levé. Et il est sorti. Aujourd'hui, 3 mois après tout ça, je me réveille chez moi. Dans mon lit. Dans mon espace. Je me réveille sans peur. Sans sentir que quelqu'un va m'arracher d'ici. J'ai recommencé à coudre tous les jours. Les commandes ont augmenté. On dirait que l'histoire s'est répandue. Et les gens veulent t'aider d'une certaine façon. Alors ils apportent de la couture. Thomas vient me voir tous les 15 jours. On discute. On prend le café. Mais il ne reste pas longtemps. Et je ne demande pas de détails sur sa vie au-delà de l'essentiel. La confiance revient doucement. Très doucement. Mais elle revient. J'ai appris une chose avec tout ça. La dignité ne se négocie pas. Le respect ne se mendie pas. Et une maison, ce n'est pas juste des briques et des murs. Une maison, c'est là où on a la paix, où on est respecté, où on peut être qui on est sans peur. Il y a des gens qui m'ont demandé si je n'avais pas été trop dure.
si je n'aurais pas dû pardonner plus vite, si la famille n'était pas tout ce qui compte. Et je réponds, la famille vaut beaucoup, mais vous aussi, vous valez beaucoup. Si vous ne vous donnez pas de valeur, personne ne vous en donnera à votre place. Si vous ne mettez pas de limites, on vous marchera dessus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai passé 62 ans de ma vie à donner, à travailler, à sacrifier. Et c'est très bien. C'était par amour, c'était par choix. Mais quand on a essayé de me prendre ma dignité, quand on a essayé de me prendre pour une idiote, j'ai dit non. Et je me suis battue. Aujourd'hui, je sais que cela en valait la peine. Chaque document gardé, chaque larme que j'ai retenue pour rester forte, chaque pas jusqu'à ce tribunal, cela en valait la peine. Parce que je suis là, chez moi, avec ma paix et avec ma dignité intacte. Et si vous traversez quelque chose de similaire, si quelqu'un essaie de vous prendre ce qui est à vous, que ce soit une maison, le respect ou la dignité, ne baissez pas la tête. Rassemblez vos preuves, cherchez de l'aide et battez-vous, parce que vous le méritez. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez ci-dessous depuis quelle ville vous me parlez. Je lis tous les commentaires. Et restez avec moi pour les prochaines vidéos qui vont apparaître là sur l'écran. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre ça aujourd'hui.